Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Le deuxième grand chassé-croisé des vacanciers a commencé. Attention, si vous prenez la route ce soir ou demain, vous serez nombreux. Au plus fort de la journée, on comptait déjà 250 km de bouchons. Vacances aussi pour le premier des Français. L'Elysée a confirmé tout à l'heure les vacances américaines de Nicolas Sarkozy dans le nord-est du pays, à l'invitation d'amis, précise le communiqué. Vous verrez que les habitants de la région attendent avec impatience le président français. Dans ce journal, nous reparlerons aussi des dangers des rencontres sur Internet. Pour les plus jeunes, une adolescente de 16 ans a été agressée après avoir accepté un rendez-vous. L'homme, un récidiviste, a pu être arrêté. Les députés veulent en savoir plus sur les dessous de la négociation entre la France et la Libye. Le président de l'Assemblée nationale a proposé une commission d'enquête parlementaire et tout à l'heure, le chef de l'État s'y est dit favorable. Enfin, restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal pour entendre cette incroyable histoire. L'équipe de football de Manchester vient de recruter le plus jeune joueur de tous les temps. Il a, tenez-vous bien, 9 ans. On le voit ici sur un DVD. C'est comme ça qu'il a été recruté. On commence avec une autre première, un président de la République française en vacances d'été aux États-Unis. Cela aussi, c'est du jamais vu. Eh bien, Nicolas Sarkozy, même pendant les congés, semble vouloir poursuivre sa rupture. Il est arrivé tout à l'heure en famille dans la très chic villégiature de Wolfboro où, vous allez le voir, il était très attendu. Frédéric Rota, David Fossard. Wolfboro, la plus ancienne station balnéaire des États-Unis, l'une des plus chics, une des plus branchées aussi. Sur son site internet, la municipalité de la ville souhaite la bienvenue au président français. Tout le monde veut venir ici passer ses vacances. C'est magnifique et nous avons tout ce qu'il faut pour plaire à chacun. Au bord du lac Winnipesaukee, à 2 heures de route de Boston, c'est cette petite ville que Nicolas Sarkozy a choisie pour se reposer en famille. Wolfboro, 6000 habitants, possède tous les charmes de la Nouvelle-Angleterre et a déjà attiré de nombreuses célébrités. Même si les gens reconnaissent le président français, il y a tellement de personnes riches et célèbres ici qu'ils ne seront pas embêtés. Les reporters de la télévision locale ont découvert que des membres de l'entourage du président français étaient venus manger ici il y a quelques jours. Précision importante, ils n'ont pas commandé de French toast. Nous ne savons pas encore s'il commandera des frites, mais le président Sarkozy est attendu ici pour dîner. Les propriétaires du restaurant ont affirmé qu'ils seront ravis de lui préparer ce qu'il veut, cuisine française ou non. Certains habitants ont cru voir il y a quelques jours des membres des services secrets français patrouiller sur ce lac, notamment autour de cette maison. Lieu de villégiature de Nicolas Sarkozy, dont les images promotionnelles circulent sur Internet. Une gigantesque bâtisse de 1200 mètres carrés appartenant à un ancien patron de Microsoft, Mike Epp, ici en short blanc. Tarif de location de ce havre de paix pour une semaine, 22 000 €. On ignore pour l'instant si le président a loué ou non cet endroit de rêve. Seule précision de l'Elysée, il est invité par des amis. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne rencontrera ici aucune hostilité, bien au contraire. Le comité d'accueil a fait un petit effort linguistique. Et pour la majorité de ceux qui débutent leurs vacances aujourd'hui, voilà à quoi elles ressemblent pour l'heure. Des embouteillages, beaucoup d'embouteillages. Image ici de l'embranchement entre l'A10 et l'A6, tourné il y a quelques minutes. Au plus fort de la journée, à 17h30, on comptait jusqu'à 250, c'est suffisant, 250 km de bouchons sur tout le réseau routier français. Et depuis, ils ont commencé à se résorber. Voici maintenant la carte du trafic routier en temps réel. Vous le voyez, les bouchons dont nous parlions concernent pour l'heure essentiellement l'A7 au sud de Lyon, l'A9 vers l'Espagne, un petit peu aussi de bouchons au Pays Basque, et puis bien sûr l'A10 avec des difficultés pour l'instant qui semblent se concentrer autour de Tours et Poitiers. Enfin, en ce qui concerne la journée de demain, vous voyez les prévisions de bison futé, la journée s'annonce carrément noire cette fois-ci. Conseil du bison, attendez dimanche pour partir si vous en avez bien sûr la possibilité. Alors pour votre sécurité et pour celle des autres, sachez que les gendarmes seront particulièrement vigilants ce week-end. Dès aujourd'hui, les contrôles se sont multipliés, la vitesse est bien entendu surveillée, mais aussi tous les autres types d'infractions que l'on peut constater lors des grands départs. Reportage dans l'Oise sur l'A1, Arnaud Comte, David Fossard. Volvo 3e voie, 131 km/h, break vert. 131 km/h au lieu des 110 autorisés dans cette descente. 2 motards CRS lancent l'interception. 5 km plus loin, le contrevenant est arrêté. Il s'agit d'un automobiliste néerlandais. Si j'avais vu le panneau de limitation, j'aurais ralenti, mais je ne l'ai pas vu. Pour cette étourderie, ce sera 90 €.
Il n'aura qu'une amende à payer sur place, oui. Pourquoi? C'est une personne étrangère. Donc pas de points en moins sur le permis. Pas de points en moins sur le permis de conduire. Sur ce secteur de l'autoroute A1, en 3 heures, 800 excès de vitesse ont été relevés. 20 km en amont, la gare de péage de Chaman. 30 CRS sont déployés. Ici, contrôle de papier, mais aussi pesée de véhicules. Taux de 800, il y a 200 kg de trop. Transporter trop de choses. C'est en surpoids. Et vous n'avez pas l'impression de prendre des risques en conduisant De toute façon, je roule à 90, pas plus. Hein. Je roule à 90. Les risques, même si on est vide, les risques, on a toujours des risques. Hein. Pour repartir, il faut alléger le véhicule et sacrifier des effets personnels. Il a dit qu'il faut jeter les affaires. Je ne jette pas, moi. Il était en infraction, on lui a pris ses affaires. Et les affaires sont détruites? Les affaires sont détruites. Ce week-end, pour ce deuxième grand chassé-croisé de l'été, 21 000 fonctionnaires de police sont mobilisés sur tout le territoire. Et dès ce soir, beaucoup de voyageurs sont aussi attendus dans les aéroports. Plus de 800 000 personnes devraient passer par Orly et par Roissy d'ici à dimanche. La situation sera aussi chargée dans les grands aéroports régionaux. Reportage dans celui de Bâle-Mulhouse, où l'on attend une hausse de fréquentation de plus de 50% par rapport à un week-end normal. Stéphanie Lafuente, Mathieu Benito. C'est l'heure où les impatients haussiens partent enfin, tandis que les derniers juilletistes un peu en retard prennent le chemin du retour et remballent leurs affaires comme ce couple de Hollandais. Après un périple à vélo entre Suisse et Italie, dans 1 heure, ils s'envolent pour Amsterdam. C'est toujours plus difficile de rentrer à la maison que de partir, surtout quand les vacances ont été belles. Madrid, Héraclion, Lanzarote, les destinations soleil affichent complet. Et aux portes d'embarquement, certains vacanciers sont comme dans des starting blocks. Après des mois de travail, on est content de partir en vacances. Oui. Destination Olbia, donc la Sardaigne. C'est l'heure du départ, le grand départ, attendu avec beaucoup d'impatience. L'air de rien, maillots de bain et serviettes de plage prennent de la place. Depuis 4h30 ce matin, les valises défilent sur le tapis de tri. Pour les bagagistes, les week-ends de départ sont un véritable exercice de force. On peut faire pour une matinée qui est bien chargée à peu près jusqu'à 100 tonnes de bagages par matinée. Ça fait à peu près 10 tonnes de bagages par personne. Au total, 60 000 passagers sont attendus et sur le tarmac, 250 décollages, autant d'atterrissages, soit 40% de vols en plus. Et pourtant, ces dernières années, les vols charters sont moins nombreux. C'est clair, ça a diminué à cause de l'effet du low cost ou des vols low cost qui ont repris une partie du vol charter. Dernier rush prévu la semaine prochaine car l'Euro-Airport est binational et pour nos voisins suisses, le 15 août, c'est déjà la fin des grandes vacances. Et enfin, côté train, maintenant, une image, celle de la gare de Lyon, il y a quelques minutes. Vous le voyez, la situation est encore plutôt calme. C'est le train-train de l'avant chassé-croisé, si l'on peut dire. La SNCF attend tout de même 3,5 millions de voyageurs dans les deux sens ce week-end. Pas moins de 1770 TGV ont d'ailleurs été mis à leur disposition. Et espérons pour eux qu'ils auront plus de chance que les passagers de la navette Eurotunnel aujourd'hui. 2 d'entre elles, en provenance d'Angleterre, sont restées bloquées plus de 4 heures sous la Manche. Et 4 heures dans un tunnel sous la mer, c'est quand même long. En cause, une rupture d'alimentation électrique. Luc Bazizin. Sur des kilomètres côté anglais, un embouteillage à l'entrée du tunnel sous la Manche et de trop longues heures à patienter. Jusqu'à 5 heures d'attente pour le fret et 3 heures pour les passagers. Mieux valait ne pas être claustrophobe en montant à bord des navettes ferroviaires ce matin. Les voyageurs en provenance de Folkestone sont restés bloqués sous la mer bien malgré eux. À 10h30, une première navette s'immobilise suite à l'interruption de l'alimentation d'une caténaire. Immédiatement, véhicules de pompiers et personnel d'Eurotunnel arrivent sur place par le tunnel de service. Ils s'assurent alors de la sécurité des personnes présentes et des boissons sont distribuées. Au bout de 2 heures, une deuxième navette immobilisée en amont est réaiguillée vers l'autre tunnel ferroviaire, habituellement utilisé en sens inverse. Le premier train est finalement tracté par une locomotive diesel vers la sortie, en France, située à tout juste 5 km, après 4 heures d'immobilisation. Ce soir, les réparations sont terminées, les retards restent inférieurs à une demi-heure. Finalement, après de longues heures d'attente, la route des vacances s'ouvre enfin.
Alors en dehors de ces impondérables qui par définition ne peuvent pas se prévoir, comment justement bien préparer ces vacances? Eh bien certains pensent qu'il faut s'y prendre à l'avance et en revanche, et c'est nouveau, d'autres s'y prennent à la dernière minute sur Internet pour faire des affaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à procéder ainsi, mais est-ce vraiment une bonne idée? On voit ça avec Marion Pilas et Olivier Pontus. Hier encore, ce jeune couple ne savait pas qu'il allait partir en vacances. Ce soir, ils sont dans les Caraïbes. Leur séjour, ils l'ont réservé sur un coup de tête. On peut partir où on veut, quand il y a de la place, mais sans se mettre de pression, quoi. Quand on choisit un départ, à l'avance, on est obligé de partir là où on l'avait décidé il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Un maillot de bain, un hamac et le tour est joué. L'année dernière, un tiers des vacanciers ont choisi leur séjour au dernier moment. Le paradis à portée de main. Vous aussi, vous en rêvez? Eh bien, bon courage. Dans cette agence de voyage, tout est quasiment vendu cet été. Pour partir ce week-end ou même la semaine prochaine, il vaut mieux ne pas être trop difficile. Il ne faut pas avoir et les dates qu'on souhaite, d'une part, et le tarif et la destination. C'est vraiment au petit bonheur la chance de voir ce qu'il y a de disponible, s'il y a des annulations. Alors pour le 10 août, j'ai de la place, mais plus que pour l'appartement Casa del Sol. Inutile de vous rabattre sur les tours opérateurs en ligne, c'est le même casse-tête. Vous avez un budget bien défini, enfin je ne sais pas exactement après. Dans les 500-600 euros. Les promotions sont parties depuis longtemps. Résultat, une personne qui avait un budget de 700 euros, elle vient de dépenser 2478. En haute saison, les dernières minutes coûtent 2 fois plus cher que le reste de l'année. Un moyen pour les tours opérateurs de compenser les pertes des mois creux. Il faut que nous vendions les périodes les plus demandées à un prix beaucoup plus élevé, ce qui fait un prix moyen normal. Jusqu'à 1500 € pour 9 jours de croisière en mer Caraïbe. Pour beaucoup cet été, ces belles images resteront sur papier glacé. Lui aussi voulait payer moins cher. Un pompiste du Var a eu l'incroyable idée de mélanger du diesel avec du kérosène, autrement dit du carburant pour avion. Autant dire que les moteurs de voiture n'apprécient guère, mais cette arnaque lui permettait de payer moins de taxes. Elle a duré 2 ans. Juliette Guérin. Ici, on vous servait le cocktail maison. 6 volumes de gazole pour 4 de kérosène. Et comme le kérosène est moins taxé que le gazole, les prix à la pompe étaient imbattables. Trop beau pour être honnête. On avait des doutes qui mettaient du kérosène dedans, mais bon... Et à quoi vous aviez des doutes? Des doutes, des soupçons? Parce qu'il y avait les ondits et des fois ils ne se cachaient pas trop pour transférer le gasoil dans les citernes, quoi. Vous l'avez vu faire du transvasement? Oui, bien sûr. La technique était simple. Plusieurs fois par semaine, le patron de la station-service retrouvait un des livreurs de l'aéroport de Nice. Le kérosène passait d'un véhicule à l'autre. En 2 ans, ce petit camion-citerne aurait détourné plus d'1 million de litres de carburant. La tentation existe, hein. On peut ouiller le carburant, on peut pas. Est-ce que c'est une fraude courante dans le métier? Pas tellement ici. Ici, ça trafique pas trop, mais bon, sur Marseille, c'est sûr qu'il y a eu des gros trafics sur Marseille. Le pompiste indélicat a été placé en détention provisoire. Il risque 3 ans de prison ferme et les douanes lui réclament plus de 600 000 € de taxes impayées. Un incendie s'est déclaré tout à l'heure près de Narbonne. 120 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés. Ils n'ont toujours pas réussi à maîtriser les flammes. Et déjà, quelques 70 hectares de garrigues sont partis en fumée. Sur place, Jenny Briffa, Annie Triboire. Poussé par le vent, le feu progresse vite. En 1 heure à peine, il s'est propagé de la garrigue vers le quartier des Hauts de Narbonne. En tout, 70 hectares ont brûlé. Ça attaque même la maison du copain, ça y est, son terrain, ça y est, son terrain est mort. En face, un petit cabanon brûle. Mais si ça arrive par ici, ça sera vraiment dangereux parce qu'il y a toutes les... Écoute, il y a quelque chose qui a sauté dans la maison. Hein. Dès le départ du feu vers 15 h, 4 Canadair, 2 trackers sont mobilisés. Ils évoluent au milieu des lignes de tension. Au sol, 130 pompiers s'activent pour protéger la zone industrielle de Narbonne-Croix-du-Sud. Les moyens sont en train de converger vers la pointe du feu, ainsi que les moyens aériens qui sont en train de faire une attaque massive sur les flancs les plus virulents du feu. On espère pouvoir maintenir la progression avant qu'il arrive sur la zone industrielle. Mais vers 18 h, la zone industrielle a quand même dû être évacuée. Ce soir, les zones d'habitation sont hors de danger, mais les pompiers restent mobilisés pour fixer le feu.
Encore une histoire qui rappelle qu'Internet peut aussi être dangereux pour les plus jeunes. Un homme de 43 ans vient d'être écroué pour agression sexuelle. Il utilisait un service de messagerie pour attirer ses proies. Séduite par sa conversation, une adolescente de 16 ans est tombée dans le piège. Elle pensait avoir affaire à un garçon de son âge. Renaud Bernard, Philippe Jasselin. Après des semaines de conversations sur Internet, le pédophile est parvenu à attirer sa proie jusqu'ici en gare de Poitiers. Persuadé de rencontrer Michael, un jeune gendarme de 19 ans, l'adolescente est arrivée confiante. Le pédophile, un quadragénaire, a réussi ensuite à retenir la jeune fille durant 3 jours dans une chambre d'hôtel avant qu'elle donne l'alerte. Elle a eu du mal à réaliser qu'elle était entre les mains d'un prédateur que l'on peut qualifier de psychologiquement dangereux par rapport aux atteintes sexuelles qu'il envisageait de pratiquer sur la jeune fille. L'usurpation d'identité, c'est le mode opératoire des pédophiles sur Internet. En France, une association se bat contre ça. Elle a organisé une campagne de publicité l'hiver dernier. Un pseudo peut cacher n'importe qui. Ne donnez jamais votre nom, votre adresse ou votre téléphone. N'acceptez jamais de rendez-vous sans être accompagné. Action Innocence se bat sur tous les fronts pour protéger les enfants contre les pédophiles, pour responsabiliser les parents aussi. Sur Internet, face au contenu, il existe des outils de contrôle parental, de gestion des applications utilisées ou des horaires de connexion qui sont un aide à l'encadrement des parents. D'autant que sur la toile, les prédateurs sont de plus en plus nombreux. Comme ici, un homme d'âge mûr qui se fait appeler Fleur de Lotus, saisi cet après-midi par les gendarmes en pleine conversation sur un forum avec une adolescente de 11 ans. Un logement sur 2 est équipé d'une connexion Internet, donc ça permet aux prédateurs qui ont des fois des difficultés à aborder physiquement quelqu'un de se faire passer pour une personne autre et de trouver la personne qui aura des difficultés au sein de sa famille ou psychologiquement. Pour le moment, les gendarmes ne luttent pas à armes égales contre les pédophiles. Pour les piéger, ils ne peuvent pas se faire passer pour des mineurs. Une loi votée au printemps dernier les y autorise pourtant, mais son décret d'application n'a toujours pas été signé. Certains députés voulaient en savoir plus. Il devrait donc y avoir une commission d'enquête parlementaire sur les dessous de la négociation entre la France et la Libye. L'idée de cette commission a été proposée par le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'y est dit favorable tout à l'heure. Il souhaite ainsi prouver que le contrat d'armement signé entre la France et la Libye n'est pas une contrepartie de la libération des infirmières bulgares. Thierry Curté, Dominique Bonnet, Patrice Brugère. Les infirmières bulgares enfin libres. Les contrats militaires enfin signés. Coïncidence ou corrélation? Car si ce sont les sociétés privées qui vendent les armes, rien ne peut s'exporter sans ces armes gouvernementales. L'annonce par Tripoli de l'achat de missiles Milan pour 168 millions d'euros oblige le gouvernement français à s'expliquer. Ce contrat, discuté depuis 2 ans, a reçu le feu vert de la commission spéciale chargée des exportations en février dernier. Par cette précision, le ministre de la Défense entend démontrer que ce contrat n'est pas lié à la libération des soignants bulgares. Et les choses se sont faites en février 2007, c'est-à-dire bien avant la question de la libération des infirmières bulgares. D'ailleurs, le personnel de ADS était depuis plusieurs dizaines de jours en Libye pour finaliser cet accord. Ce qui est vrai, c'est que la présence du président de la République en Libye au moment de la conclusion d'un tel accord facilite toujours les choses. Jusqu'à quel point la visite de Nicolas Sarkozy en Libye a-t-elle facilité les choses? C'est ce que veut savoir aujourd'hui l'opposition, perturbée par le fait que les informations ne viennent sur ce dossier que de Tripoli. Le PS demande une commission d'enquête parlementaire. Si on pense qu'il n'y a rien à cacher, alors faisons-le clair. Et comme cette commission d'enquête comporte tous les partis politiques, eh bien, toutes les informations seront données, toutes les suspicions, je l'espère, seront levées. Mais restera une question, est-ce qu'on doit fournir des armes au régime du colonel Kadhafi? Ce soir, l'Elysée veut donner l'impression de jouer la transparence. Nicolas Sarkozy se dit donc favorable à une telle commission d'enquête. En Grande-Bretagne, l'un des auteurs de l'attentat manqué contre l'aéroport de Glasgow est mort la nuit dernière des suites de ses blessures. Il était âgé de 27 ans et se trouvait à bord de la Jeep bourrée d'essence qui avait été projetée contre l'entrée de l'aéroport. C'était le 30 juin dernier.
Dans la bataille pour le contrôle des réserves énergétiques du pôle Nord, rien n'arrête la Russie. On vous en a parlé hier. Voyez ce soir l'image, celle du drapeau russe planté dans les fonds marins de l'Arctique. Pur spectacle, ironisait hier le Canada, mais aujourd'hui le ministre russe des Affaires étrangères s'est dit choqué par cette réaction. Le drapeau est en titane, a-t-il précisé, celui que vous avez vu précédemment, autrement dit aussi solide que la volonté russe de mettre la main sur les ressources des fonds marins du pôle Nord. Rien ne va plus pour la poupée exploratrice Dora. Si vous avez une petite fille à la maison, vous voyez de quoi il s'agit. Le géant américain du jouet, Fisher-Price, a décidé de rappeler 1 million de modèles. Motif, il pourrait contenir des peintures toxiques à base de plomb. Les lots incriminés ont été fabriqués en Chine et plus de 500 pièces auraient été vendues en France. Frédéric Monteil, Frédéric Delarue. Elle a un château, des amis, un camion, de bonne vente. Dora l'exploratrice a tout pour plaire, sauf sa peinture. Elle présente des teneurs en plomb anormales sur certains jouets fabriqués en Chine. Le groupe américain Mattel a donc décidé de retirer 1,5 million de jouets à travers le monde. En France, 570 produits sont concernés. Il s'agit du camping-car bilingue, du coffret Partons à l'aventure et du tube de 3 figurines. Dans tous les cas, il faut vérifier le numéro de fabrication. Les produits concernés sont les numéros de lot 109 7 LF, 110 7 LF, 112, ainsi de suite, jusqu'à 187 7 LF. Si vous avez un doute, une question, vous pouvez appeler un numéro vert, le 0805 800 248. Aux États-Unis, où ces jouets sont particulièrement populaires, l'affaire suscite l'indignation. Certains n'hésitent pas à accuser les Chinois d'avoir utilisé du plomb pour réduire leurs coûts de production. Inimaginable, dit-on à Pékin. Quand ils nous demandent de fabriquer des jouets, nous respectons les mêmes normes de qualité que les normes internationales. Ils viennent ici surtout parce que les coûts de production sont plus bas que chez eux. Mais les Américains doutent de ce genre de discours, car la Chine leur a déjà vendu du dentifrice à l'antigel, de la nourriture pour chiens et chats mortels pour des milliers d'animaux. Ces scandales alimentent une vaste guerre commerciale et un débat sans fin sur la délocalisation. Tout le monde les connaît sous le nom de plantons, mais dans la gendarmerie, on les appelle des gardes statiques. Le ministre de la Défense souhaite supprimer 500 postes pour, dit-il, recentrer les gendarmes sur leur cœur de métier, c'est son expression. Il faut dire que garde statique pour un gendarme mobile, ce n'est pas forcément évident à accepter. Lionel Feuerstein, Thomas Donzel. Dans le jargon policier, on appelle ça faire du bitume, ou encore jouer les plantes vertes. Rien qu'à Paris, 2500 gendarmes et gardiens de la paix surveillent ainsi toute la journée Assemblée nationale, ministère et ambassade. Un gendarme ou un policier sur le trottoir à garder une porte cochère, croyez-moi, premièrement, c'est pas un travail qui est particulièrement intéressant. De deux, ils sont certainement pas rentrés ni dans la police ni dans la gendarmerie pour faire le planton. Et puis de trois, ça n'a aucune utilité aujourd'hui. Le ministre de la Défense, Hervé Morin, souhaite supprimer 500 plantons dans la gendarmerie pour les réaffecter à des missions jugées plus utiles. Premier concerné, le château de Bitty et ses 37 gendarmes à l'année. D'ici à 12 mois, cette résidence privée de Jacques Chirac ne devrait plus être protégée par les militaires. Hervé Morin a également fait le ménage chez lui, au ministère de la Défense. Début juillet, 23 postes ont été supprimés. À la place, des caméras et des vigiles privés pourraient être installés. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui est le mieux, au meilleur prix, par rapport à la mission qui est exercée. Courir après les voleurs, c'est une mission de la police et de la gendarmerie. Faire l'accueil et l'orientation, c'est une mission pour des hôtesses. En 10 ans, gendarmerie et police se sont débarrassés de contraintes comme l'entretien des véhicules ou le nettoyage des locaux. Elles voudraient également que le transfert des prisonniers soit confié aux gardiens de prison. Dans le sud-ouest, elles sont incontournables l'été. Les fêtes de Bayonne ont commencé. Elles doivent rassembler jusqu'à dimanche près d'1 300 000 personnes. La plupart viennent pour s'amuser, mais l'alcool aidant, la violence aussi est souvent au rendez-vous. Sur place, Jean-François Firé, Marine Vincent. Ils sont des centaines, adolescents ou jeunes adultes, à déambuler chaque soir des fêtes de Bayonne, l'alcool à portée de la main. Un petit peu de vodka avec du jus d'orange et on fait profiter un petit peu tout le monde. En fait, il suffit d'appuyer sur le petit bouton, comme ceci. Et monsieur est content. Pour eux, la boisson fait partie intégrante de la fête, quitte à frôler avec le danger. Exemple, mercredi soir, 2 garçons ivres dansent sur les remparts et tombent. Ils se blessent assez sérieusement. En 2 jours, les 500 policiers et CRS ont interpellé une trentaine de personnes, essentiellement pour des violences dues à l'alcool. Des débordements qui défigurent le vrai visage de la fête. Une fête en rouge et blanc aux couleurs de Pamplune, la ville qui a inspiré ces festivités à Bayonne.
Le basque danse dans les rues de la cité depuis 1932, même tout petit on s'y met. D'ailleurs, selon la légende, un basque apprend ses pas de deux avant même de savoir parler. C'est de la tradition, c'est le folklore, c'est bien de danser ça. C'est des racines. Ouais, voilà. Et qui dit folklore à Bayonne dit vachette. Mais la demoiselle a du tempérament, les ringards, elle les écorne. Le basque, lui, a sa propre technique de drague. C'est un peu dangereux, mais bon. Il suffit d'être du pays ou de connaître, ou de s'adresser à des gens qui savent, et puis c'est pas compliqué. Un petit bisou à la vache, normalement, elle vous le rend, il n'y a pas de problème. Mais qui donc pour bâillonner le bâillonné? Car le soir, le revoilà, cette fois avec une banda. Une quarantaine de ces groupes locaux essaiment le parcours de peña en peña. En basque, une peña, c'est un bar associatif d'ordinaire réservé aux initiés. Mais pendant les fêtes, on fait quelques exceptions. C'est quelque chose de différent et c'est une autre culture. Et franchement, c'est vraiment une histoire à faire au moins une fois dans sa vie. 1 300 000 festers ne se tairont une bonne fois pour toutes que dimanche soir. Il sera alors temps de retirer le foulard. Surtout pas avant. On va rêver un peu maintenant avec la nouvelle tendance pour les piscines. Là encore, le label écolo est devenu à la mode. Plus question du bleu turquoise et des produits chimiques. L'heure est au bassin auto-nettoyé par de vraies algues. En fait, vous allez le voir, cela ressemble plus à un étang qu'à une piscine. C'est beau, mais encore plus cher. Reportage dans les Alpes-Maritimes. Franck Genozo, Frédéric Capron. Au pied de Saint-Paul-de-Vence, il existe un petit coin d'eau paradisiaque. Dans ce gîte touristique, une piscine sans ajout de produits chimiques. 100% naturel. C'est super, il n'y a pas de chlore, alors ça pique pas du tout les yeux. Le concept vient de Suisse. L'idée est de reconstituer un environnement naturel. La piscine est en fait composée de 2 bassins. Dans un premier bassin, une grille aspire les dépôts comme les feuilles ou les cheveux. Il passe alors dans un deuxième bassin rempli de roches volcaniques où des bactéries les transforment en matière minérale absorbée par les plantes d'eau. Dernière nécessité, une cascade ou un jet d'eau pour alimenter les bactéries en oxygène. Plus besoin d'entretenir votre piscine, la nature le fait pour vous. On calque ce que fait la nature à une toute petite échelle et on recrée un biotope naturel dans lequel viennent s'installer toute la faune naturellement. On n'apporte absolument rien en faune, uniquement les plantes et les matériaux minéraux. La formule séduit des clients plutôt aisés. Il y en aurait déjà plusieurs centaines en France. Prix minimum, 50 000 €. C'est en moyenne 2 fois plus qu'une piscine traditionnelle. Jacques Noré, lui, a vite choisi. Ce retraité ne voulait pas voir ce qu'il appelle une tache turquoise sur son terrain bordé d'oliviers tricentenaires. J'ai retrouvé mon enfance. J'ai eu la chance d'être plus jeune, de me baigner dans les rivières. L'équilibre naturel est garanti à vie par les fabricants. Désormais, vous pourrez vous permettre d'ouvrir les yeux sous l'eau. Chose promise, chose due, voici maintenant l'incroyable histoire d'un jeune prodige du football. Il faut croire en tout cas que c'en est un, puisque le célèbre club de Manchester United vient de le recruter alors qu'il n'a que 9 ans. Pas question pour l'heure bien sûr de le faire jouer avec les grands, mais s'il poursuit sur sa lancée, le club anglais préfère le garder à portée de main. Correspondance, Claude Sampère. Il s'appelle Owen Davies, il a 9 ans et il joue déjà au football comme un professionnel. Sur ces images, on le voit évoluer dans sa petite équipe dans la banlieue de Brisbane, en Australie. Son grand-père vient d'envoyer un DVD avec ces images aux dirigeants de la prestigieuse équipe de Manchester United en Angleterre. La décision n'a pas traîné, ils ont décidé de l'engager. Owen Davies aura peut-être un jour la chance de fouler la célèbre pelouse d'Old Trafford. Pour l'heure, les dirigeants ont décidé de le faire venir en Angleterre avec son père et dès la rentrée, le petit prodige jouera dans l'équipe des Diables Rouges, l'équipe des moins de 12 ans. La presse anglaise le compare déjà à Ronaldo, un des joueurs vedettes de l'équipe. Même toucher de balle, même aptitude à faire des dribbles incroyables. Beaucoup de jeunes rêvent de devenir des grands joueurs, mais tous n'en sont pas capables. Il faut juste jouer pour le plaisir. Les images de Ronaldinho, gamin, jouant au foot, ont fait le tour du monde. La presse anglaise adore ces histoires de jeunes prodiges. Il y a quelques mois, les télévisions diffusaient déjà les images de ce tout jeune joueur, Charlie Edwards. 3 ans, pas encore l'âge d'aller à l'école, mais un bon coup de pied, et déjà, selon les spécialistes, de réelle qualité footballistique. Alors,
Retenez bien le nom de notre petit prodige australien, il s'appelle Wayne Davis. Et les bookmakers anglais ont déjà ouvert les paris pour savoir s'il deviendra bien un jour une superstar du football. Et ce n'est pas la grande forme en revanche pour nos champions à nous. On peut même dire que la coupe est pleine pour le sextuple champion de France. Le club lyonnais cumule depuis quelques mois les coups durs, si bien que l'on se demande même s'il pourra tenir son rang cette saison. Romain Messi, Olivier Jacquelin. Un genou qui lâche et une saison pas encore commencée, déjà gâchée. Grégory Coupet, blessé à l'entraînement hier matin, sera absent des terrains 4 mois. Un coup dur, mais pas un coup au moral. Très sincèrement, avec la figure que j'ai fait, je m'attendais vraiment à ce que l'addition soit beaucoup plus sévère. Voilà, moi je suis sur la touche maintenant, hein, donc il n'y a pas question de penser à Grégory Coupet. Coupet, il est out maintenant. Un gardien en moins et une mauvaise nouvelle de plus pour l'OL. Derrière le calme apparent de l'entraînement, jamais le despote de la Ligue 1 n'a connu un été aussi mouvementé. Champion pour la 6e fois d'affilée en mai, Lyon n'a pas réussi à retenir ses meilleurs joueurs, parti pour trouver mieux, ailleurs. Malouda transféré à Chelsea pour 20 millions d'euros, Abidal à Barcelone pour 15 millions 8 et le Portugais Thiago à Turin pour 13 millions. Lyon a les poches pleines, mais des talents en moins. Il faut voir si les joueurs qui viennent d'arriver, s'ils ont le niveau de la Ligue des Champions. Je ne sais pas s'ils vont être champions, moi. Décidé à garder son trône en Ligue 1, Lyon a fait l'économie d'un recrutement à paillettes. Pas de vedettes mais de bons joueurs de clubs français, un nouvel entraîneur reconnu mais discret et une seule star, l'Italien Fabio Grosso, l'homme du dernier tir au but face à la France en finale de la Coupe du Monde. Suffisant peut-être pour la Ligue 1, pas forcément pour affronter l'Europe. Certains y voient déjà les prémices du déclin. Je pense que ce sont les gens qui ne connaissent pas le football et ils devraient apprendre à être plus prudents parce qu'ils se sont déjà les mêmes souvent trompés dans les années précédentes. Nous pensons que l'équipe est au moins aussi forte que celle de l'année dernière. À voir. Mais pour son premier match officiel de la saison, l'OL a tout fait comme d'habitude. Victoire contre Sochaux, 2-1 le week-end dernier et les Lyonnais remportent un 6e trophée des champions. Une certitude de leur point de vue cette année, rien ne va changer. Et toujours en football, il faudra que les Toulousains soient en grande forme pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Le tirage au sort aujourd'hui leur a donné comme adversaire leur redoutable équipe de Liverpool pour le 3e tour des préliminaires. Sport encore, Laure Manodou a remporté tout à l'heure la finale du 100 mètres d'eau de l'Open de Paris, mais surprise, vous allez voir qu'elle n'était pas seule sur la ligne d'arrivée. Elle a terminé ex-aequo avec une Ukrainienne, Irina Amchenikova. Elles ont établi exactement le même temps au centième près avec 1 minute, 1 seconde et 46 centièmes précisément. Voilà la ligne d'arrivée. Et puis on en vient au sport pour tous maintenant. Le ski nautique a longtemps été une discipline très réservée. Eh bien elle s'ouvre de plus en plus, y compris aux plus petits. Après le baby ski l'hiver, voici le baby ski nautique pour l'été. Reportage à Roquebrune sur Argens dans le Var où une école propose même une initiation gratuite pour les enfants. Renaud Bernard, Alain Dubar. Et si c'était toi qui commençais? Dans un instant, Valentine va vivre sa première expérience de ski nautique. 1, 2 et 3, debout. Une première sans effort. Du haut de ses 5 ans, la petite fille semble aussi à l'aise sur le plan d'eau Dis bonjour là-bas que l'équipe de France qui s'y entraîne d'habitude. Ça y est, Valentine est mordue. C'est comment? Le baby ski, c'est une invention de la Fédération française de ski nautique. Debout, et voilà, elle y est arrivée. La méthode permet d'initier les enfants de 4 à 7 ans. Pas besoin de savoir nager, pas d'appréhension, en groupe, et vous voyez, c'est 100% de réussite. Pour démocratiser un sport qui ne l'est pas toujours, la Fédération française de ski nautique organise tout l'été des journées d'initiation gratuites. Sur le ponton, les mamans sont fières, les futurs athlètes, eux, sont ravis. Je pense que ça lui plaît, oui. Elle a le beau sourire et puis elle me fait coucou, donc je pense que ça lui plaît. Oui. Surtout avec les vagues, c'était plutôt drôle. Oui, il existe encore peut-être cette image de ski nautique où on pense qu'il faut avoir son propre bateau pour pratiquer, ce qui n'est pas le cas. Et c'est justement les journées portes ouvertes et le baby ski qui vont lutter contre cette image. En France, on compte environ 200 000 adeptes du ski nautique. Avec le baby ski, 20 000 jeunes skieurs de plus sont attendus sur les plans d'eau. Et on va faire un peu plaisir. Un autre oui maintenant pour terminer. La station Verbier, célèbre pour son ski l'hiver, reste très chic en été avec ses concerts de piano. Les plus grands solistes viennent s'y produire, mais cette année le festival a décidé de se démocratiser grâce à Internet. Isabelle Bechler, Guillaume Biard.
Les plus grands solistes du moment, comme Martha Argerich, c'est la marque de fabrique du Festival de Verbier. Un festival qui a décidé de jouer de toutes les nouvelles technologies pour gagner une audience plus large. Les concerts sont visibles en direct sur Internet. Prokofiev, concerto numéro 3. Il se passe un long voyage à travers des fils dans le monde entier sur des serveurs informatiques et il y a 1 à 2 secondes de décalage entre le toucher de Martha Argerich et l'internaute qu'il se trouve au Chili, en Chine ou à quelques kilomètres d'ici. Plus besoin donc d'appartenir à la jet set pour vibrer au rythme fou des mains de la soliste et apprécier la fougue de Martha Argerich. Vous trouvez cette énergie, ça, cette sais mémoire pas. Non, c'est l'énergie du fou. Je ne sais pas, ça existe en espagnol cette expression, mais pas en français. Une énergie qui n'est pas une vraie chose, c'est un peu une chose comme ça. Peut-être est-ce une vertu de la montagne. Les 1500 mètres d'altitude de la station font peser un peu plus lourd le violoncelle sur le dos des instrumentistes, mais donnent aussi des ailes. Pavel, 18 ans, vient de Novosibirsk pour 6 cours avec des solistes de premier plan. L'enseignement, c'est des graines que l'on plante, mais qui se développeront beaucoup plus tard. Et quelque part, ce qu'on leur dit aujourd'hui, même dans une masterclass courte, va rejaillir dans leur propre jeu jusqu'à ce qu'elles s'intègrent à eux. Non content de s'ouvrir à Internet, le Festival de Verbier a également invité des virtuoses de plus loin, comme Anouchka, la fille de Ravi Shankar. Parce que la musique classique européenne n'a pas le monopole de la tradition et de la qualité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet, suivi du point route avec Julien Pascal. C'est important aujourd'hui. À 20h50, Patrick Sébastien vous fera revivre les années bonheur. Et puis quant à moi, j'aurai le bonheur de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2.